J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix et stratégies, réussites et malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans langue de bois aucune, c'est rare. Et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, comme les précédentes et comme sans doute pour les suivantes, le feuilleton de la réforme des retraites, la bataille parlementaire qui a mal tourné hier soir pour le gouvernement, première défaite à l'Assemblée nationale, on va vous expliquer tout ça. Et puis, bien sûr, une longue plongée dans le climat explosif qui règne dans l'hémicycle depuis 10 jours, c'est du brutal, comme dirait l'autre. Et enfin, la bataille de la rue, la 5e journée de mobilisation demain et la perspective d'un durcissement du mouvement au mois de mars. La France va-t-elle être bloquée ? Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les top guns du décryptage, ceux qui savent tout et tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, Arlette Chabot, éditorialiste LCI. Bonjour. Bonjour à vous tous. Pardon. Bonsoir. Antonin André, éditorialiste politique. Bonsoir. Et François-Xavier Bonmot, grand reporter au Figaro, qui n'ignore rien des petits secrets de l'exécutif. Bonsoir. Je vous rappelle la règle du jeu, mais vous la connaissez maintenant. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. À l'instant, premier revers du gouvernement hier soir dans l'hémicycle, dans l'examen de la réforme des retraites. Il était un peu plus de 23 heures et l'article 2 qui créait un index senior dans les entreprises, on va expliquer tout ça. L'article 2 donc a été rejeté. On réécoute ce moment. Majorité 230 pour, 203 contre, 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Alors, article 2 rejeté, on a envie de dire, est-ce que ça compromet la suite de l'adoption de la réforme ? Je rappelle qu'il y a 7 articles. L'article 7, c'est celui qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Je vous pose la question, Arlette Chabot, c'est grave, docteur ? Non, c'est pas grave, mais on a envie de dire caramba, encore raté, quoi. Parce que, effectivement, on annonce dans la journée, on en reparlera, une concession majeure d'Elisabeth Borne en direction des LR, parce que ce sont évidemment les seuls qui peuvent, encore une fois, on l'a dit, mais il faut toujours le répéter, peuvent aider le gouvernement à voter la réforme et à faire passer la réforme. Concession majeure accordée par la Première ministre. Donc on dit, ça y est, finalement, ça va mieux. Alors hop, et puis paf, le soir, 23h, effectivement, les mêmes LR disent, c'est pas une surprise non plus, hein, ils étaient contre, effectivement, cet index qui a été mis dans la réforme pour faire plaisir à la CFDT. Donc finalement, la CFDT, évidemment, n'a pas changé d'avis, on l'a compris, sur la réforme. Les LR se montrent quand même toujours imprévisibles, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc je dis imprévisible parce que je suis encore poli, c'est le début de l'émission. Mais, mais ça ne changera rien, effectivement, parce que le suspense, c'est toujours le même. Arriverons-nous à l'article 7 avant vendredi minuit ? Cet article pourra-t-il et les amendements qui y vont avec vont-ils être examinés ? Oui ou non ? Suspense. Insoutenable, suspense. Alors on rappelle un petit point sur l'index des seniors. C'est ce fameux index qu'à l'origine les entreprises de plus de 300 salariés et puis au fil des débats les entreprises de plus de 50 salariés doivent mettre en place pour prouver qu'elles emploient bien les seniors et qu'elles ne les mettent pas à la porte avant l'heure. Et le gouvernement parlait même d'une sanction financière pour les entreprises qui ne le respecteraient pas. Même question, Antonin André, est-ce que c'est grave ce vote sur l'article 2 ? Est-ce que ça, finalement, engage la suite de la réforme ? Ça l'engage pas, mais c'est le symbole de la fragilité du gouvernement sur cette réforme et notamment le rôle pivot des LR. Et en réalité, c'est vrai que c'est désagréable, c'est très désagréable pour Elisabeth Borne de faire une concession l'après-midi et Castex lui-même, qui est le patron des députés Marlex, oui, le patron des députés LR, a voté contre. Donc un symbole. C'était un acte délibéré. Et je pense que c'est assez habile aussi de la part des LR parce que l'après-midi, ils obtiennent quelque chose et de l'autre, ils renvoient aussi l'image et le symbole du fait que
ils sont un point d'équilibre et qu'ils ne voteront pas tous. Ça n'est pas un blanc-seing. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur certains points de la réforme et obtenir des concessions. Pour autant, il l'avait dit, ils sont contre cet index qui est un peu un index gadget parce qu'en plus, il aurait été susceptible apparemment d'être censuré aussi par le Conseil constitutionnel parce que ça n'a rien à faire en réalité dans ce projet de loi sur les retraites. Donc ça montre en tout cas, ça symbolise l'extrême fragilité du gouvernement sur cette réforme et de façon générale dans cette Assemblée dans laquelle elle n'a pas la majorité absolue. Alors très intéressant ce que vous disiez sur les Républicains qui finalement ont obtenu le beurre et l'argent du beurre, pour ne pas dire les aides de la PAC. 38 députés LR ont voté contre sur 61. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que LR va désormais voter contre tous les articles de cette réforme, ou c'était juste un one-shot, une mise en garde, une sorte de coup de pression, François-Xavier Bourmeau ? Non, alors ça souligne effectivement la fragilité du gouvernement sur cette réforme, mais aussi ça met une petite alerte sur la fiabilité de cet allié incontournable qu'est LR pour faire passer cette réforme, parce qu'on voit bien que dans cette histoire d'index senior, il y a des règlements de compte qui se sont joués au sein même de LR. Les LR étaient plutôt contre cet index qui va à l'encontre de leur vision libérale, on va dire. Voilà, parce que faut aussi rappeler que le MEDEF était contre. Donc les LR quelque part ont aussi été votés avec leur allié objectif depuis toujours. Mais pour le gouvernement, ça veut dire que cet allié sur lequel ils veulent s'appuyer pour faire passer la réforme des retraites n'est pas si solide que ça. On voit qu'il y a des luttes d'influence qui se jouent notamment autour d'Aurélien Pradié, qui lui essaye de faire pencher la balance du côté un peu plus social, alors que LR est plutôt prêt à durcir le texte. Donc LR, allié incontournable, mais allié pas forcément fiable. Voire planche pourrie, dites-le, François-Xavier. Travaillant au Figaro, je me garderai bien de ça, mais je vous garantis qu'en tout cas, c'est assez étonnant de voir que LR ne marche pas d'un seul pas derrière le gouvernement sur une réforme des retraites qu'ils ont soutenue toutes ces dernières années. Depuis des années que Valérie Pécresse appelait de ses voeux pendant la dernière campagne présidentielle. Et c'est bien le signe qu'il y a autre chose qui se joue que la seule réforme des retraites. Il y a des enjeux de positionnement politique pour la suite. Et le pouvoir d'Éric Ciotti, s'ils votent tous comme un seul homme cette réforme des retraites, il y a aussi la question d'à ce moment-là qui se reposera d'un accord avec... la question, c'est la subsistance des LR. Nicolas Sarkozy, lui, était pour un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron de la part des LR. Et on voit bien que sur cette réforme des retraites, ils sont un peu pris dans un étau parce que ils veulent à la fois ne pas se dédire sur ce qui est leur ADN, c'est-à-dire repousser l'âge légal de départ à la retraite, et en même temps, ils ont besoin aussi d'envoyer à leur électorat et au gouvernement, c'est pour ça que je dirais pas planche pourrie, je dirais que c'est parfaitement stratège, et d'envoyer aussi au gouvernement l'idée selon laquelle ils sont prêts à négocier sur certains points, mais qu'à aucun moment ça ne sera un blanc-seing, et il y aura toujours une nuance entre eux et la majorité. C'est une ligne de crête un peu compliquée peut-être à comprendre, mais en réalité qui stratégiquement s'explique très bien. 50 nuances de LR. Donc est-ce que ça veut dire que l'alliance avec Éric Ciotti, Arlette Chabot, elle est caduque et que le deal finalement va tomber à l'eau ou pas ? Mais le matin, il y avait un bureau politique des LR, si j'ai bien compris. Un peu agité, je crois. Très agité, mais enfin finalement, ils votent et ils disent, il y a 8 abstentions, je crois, à l'unanimité, qui vont voter cette réforme des retraites. Parce que franchement, ils essayent d'être cohérents. Donc ayant toujours défendu le report de l'âge de départ à la retraite, effectivement, donc on revient à la case départ, que ce que voulait Ciotti, on est cohérent, on votera. Et puis paf, le soir, c'est vrai, c'est ça qui fait désordre. C'est-à-dire qu'on a du mal à suivre, voilà, parce que effectivement, depuis le début, ils ont même annoncé, Ciotti lui-même a annoncé par exemple qu'il ne voterait pas la loi immigration pour bien montrer qu'il reste dans l'opposition, qu'ils n'entendent pas ce que veut Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire un projet, une alliance du gouvernement. Donc là, les retraites, on va soutenir pour être cohérent, mais la suite, attention, et notamment l'immigration, ça va pas. Et depuis, on est comme ça, un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté. Et quand Elisabeth Borne dit que Éric Ciotti est un ami et que c'est un partenaire fiable, effectivement, je pense que le soir, ou hier soir, elle a dû s'endormir en s'interrogeant à nouveau sur la fiabilité, le niveau de fiabilité. Ou la capacité d'Éric Ciotti aussi à maintenir une unité, parce qu'il n'y a pas qu'Aurélien Pradié, parce que Aurélien Pradié, ça y est, c'est le mouton noir de la bande et il est tout seul. Il s'est d'ailleurs fait fustiger par de nombreux collègues de LR, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et quelques autres pour son indiscipline. Mais il continue, il n'est pas tout seul. Il y a toujours quelques députés autour et un peu plus qui effectivement le suivent. Et après la concession
encore une fois, d'Elisabeth Borne hier après-midi. Il dit « Ah ben non, mais attendez, ça va pas, le compte n'est toujours pas bon. » Alors il retrouve un truc, il remet c'est Monsieur Plus de la demande à Elisabeth Borne. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Et la cohérence, la cohésion et la survie, c'est le mot qu'on utilise à chaque fois quand on parle des LR. Franchement, on s'interroge sur ce parti. Alors, François-Xavier Beaumont, ça a été dit, beaucoup de concessions, une dernière en date hier. Ça veut dire beaucoup de concessions pour rien. Comment on vit ça dans l'entourage d'Elisabeth Borne et au gouvernement ? Alors, Elisabeth Borne, elle, sa priorité, c'est de faire passer la réforme. Donc, s'il faut faire des concessions, elle y va. En revanche, du côté d'Emmanuel Macron, c'est pas tout à fait la même musique, parce que le risque, c'est de se retrouver avec une réforme des retraites qui, au bout du compte, ne rapporte pas tant d'économies que ça, et d'avoir bloqué le pays pour obtenir une réforme peau de chagrin, en fait. Pas tant d'économies que ça, parce que chaque concession coûte des centaines de millions d'euros. Voire des milliards. Et c'est un peu l'image de la fuite dans la digue. Tu sais, il y a d'abord un petit filet d'eau, et puis, à force, ça finit par emporter le barrage, et puis il reste plus rien. Et puis c'est toute la vallée qui est emportée. Toute la vallée est emportée. Voilà, c'est un peu ce qui est redouté au sein du gouvernement, que finalement, au bout du compte, cette réforme se traduise par des économies peau de chagrin, quoi. Alors, il y a un autre souci. On a beaucoup parlé de LR qui pose un vrai problème stratégique, mais on s'aperçoit que dans la majorité, il y a aussi beaucoup de difficultés à s'engager clairement. D'abord, il y a eu 2 députés Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, je le rappelle, qui est l'allié de la Macronie à l'Assemblée, qui se sont abstenus sur le texte, c'est mauvais genre, et surtout une cinquantaine de députés de la majorité qui n'étaient pas en séance hier soir, ce qui a permis ce revers sur l'article 2 qu'on évoquait. Qu'est-ce qui se passe, Antonin André, dans la majorité ? C'est pas très bien tenu, cette affaire-là. Non, en fait, cette réforme peut tourner, on le voit bien, à la Bérésina pour le mandat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que cette réforme des retraites était un marqueur fort dont il voulait faire l'empreinte de ce second quinquennat. D'ailleurs, elle s'appelle réforme Macron et non pas réforme Dussopt, alors que d'habitude c'est réforme Woerth, réforme Touraine. Donc il s'y est impliqué de façon massive et on a le sentiment derrière que tout a été improvisé, tout a été mal goupillé. À chaque fois qu'on tire un tiroir, on voit qu'il y a une injustice par-ci, une injustice par-là. Ça a été mal vendu et mal ficelé depuis le départ. Tout cela dans le contexte d'une majorité qui n'a pas la majorité absolue. Et les députés de la majorité, ils sont un peu comme tout le monde en réalité. Quand ils voient qu'à la tête du bateau, le capitaine est un peu fébrile, que la barre n'est pas très bien tenue, eh bien, ils flippent. Alors, à défaut de se jeter par-dessus bord, il arrête de ramer. Et d'une certaine façon, il y a une partie de la majorité aujourd'hui qui, je pense, est rattrapée par beaucoup de doutes à la fois sur les injustices, mais aussi sur le bénéfice-coût de cette réforme, parce que ce que vient de dire François-Xavier est très important. C'est-à-dire que cette réforme, au début, c'était 18 milliards d'économies, on est tombé à 12 milliards. La mesure sur les 43 annuités est en train d'être chiffrée, mais probablement que ça coûtera encore 2 ou 3 milliards. Donc vous allez vous retrouver avec une réforme à 9 ou 8 milliards d'économies, une majorité fébrile, une rue et une hostilité à l'égard du pouvoir. Vent debout. Et peut-être même un 49-3 à l'issue. Je ne vais pas dire que cette réforme peut signer la fin du mandat d'Emmanuel Macron, mais enfin, cette affaire peut vraiment très très mal tourné. Ça peut être le début de la fin. Arlette Chabois, juste un mot d'ailleurs, sur les économies, on entend à monter la petite musique que cette réforme des retraites ne sera pas suffisante et qu'il faudra y revenir dans le prochain quinquennat. Donc c'est vraiment le signe que là, il y a quand même plus grand-chose dedans déjà aujourd'hui. Beaucoup de bruit pour rien, c'est le risque. Arlette Chabot, pourquoi est-ce que les députés de la majorité on donne l'impression de se planquer comme ça ? Est-ce qu'il y a une vraie peur ? Est-ce qu'ils ne veulent pas que leur nom soit sur la liste de ceux qui ont voté ce texte ? Oui, il va y avoir un Menschem de ceux qui auront voté finalement la réforme. Il y a un vote, encore une fois, parce que c'est là on suppute sur une hypothèse qui n'est pas la plus probable aujourd'hui, parce que les Insoumis, si on en parle, ils ont une stratégie qui consiste toujours à empêcher le vote, même sur l'article 7, amendement plus amendement. Mais je crois qu'ils ne sont pas fiers de cette réforme. Mais comment être fier de cette réforme ? Franchement, même si on se dit, oui, il y a un problème de financement, mais c'est vrai que la manière dont elle a été bâtie, je rejoins tout à fait ce que disait Antonin, mais qui a écrit ce truc ? Mais qui a conçu cette réforme ? Pourquoi tant d'incompétence sur... On découvre tous les jours, on écoutait encore ce matin le pauvre Olivier Dussopt, qui est le seul à peu près à comprendre, et lui-même vous dit, vous savez, il craque, vous savez, c'est compliqué, alors oui, je vais vous dire la vérité, j'ai enfin les chiffres, je vous donne les chiffres, le sketch autour des 1200 euros, mais est pathétique pour le gouvernement. Je porte même pas de jugement sur la mesure, mais la manière dont tous
les jours, il y en a un qui vient, qui dit un truc qui est faux, qui est démenti par un autre ministre, et puis Olivier Dussopt arrive derrière pour dire non, en fait, il a raison, mais pas complètement, parce que c'est plus compliqué qu'on l'avait imaginé. Donc tout est vraiment mal fait. Je crois que j'ai vu beaucoup de réformes des retraites, c'est l'âge. On ne peut pas vous laisser dire ça, Arlette. Si, mais j'assume très bien, mais je n'ai jamais vu un truc aussi mal foutu. C'est-à-dire que plus on avance dans le débat, plus on découvre effectivement des failles et des lacunes. Des choses trappent un peu partout. Et ça, on le disait déjà il y a 3 semaines. Et ça continue aujourd'hui, et rien n'est clair. Donc, c'est par définition techniquement toujours très compliqué. Il n'y a que des cas particuliers, en gros, quoi. Chacun a une histoire, une vie, il a travaillé, pas travaillé, etc. Mais là, c'est super mal foutu. Donc, franchement, la défendre, il faut être un héros quand on est député de la majorité relative, et il n'y a pas de quoi être fier. Alors, François-Xavier, pourquoi cette peur des députés de la majorité de voir leur nom accolé à cette réforme? Et puis, comme le disait Arlette Chabot, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est truffée de pièges, de choses trappes, d'imprécisions et d'erreurs, cette réforme? Non mais alors, effectivement, déjà, première chose, personne dans l'hémicycle ne veut mettre son nom sur cette réforme, avoir son nom associé à cette réforme, et même au sein de la majorité. Donc ils y vont tous entrer dans les pieds. Et il y a donc ces 50 députés Renaissance qui n'étaient pas dans l'hémicycle, ce qui est déjà un signe. Ensuite, sur la vente de la réforme, le gouvernement part avec l'idée d'en appeler à la raison des Français, et donc part tout de suite avec l'idée de présenter ça comme une réforme financière. On va équilibrer le système pour le sauver. Et part avec l'idée qu'ils ont déjà de toute façon perdu la bataille de l'opinion. Assez vite, ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas perdu, ils ont été dévastés. Donc, ils reviennent en deuxième semaine avec l'idée de présenter une réforme juste, d'appuyer sur les points. Et à partir du moment où ils ouvrent ce débat sur la réforme est-elle juste ou pas, vous prenez la réforme des retraites, il y a des alinéas partout, vous en prenez un, vous fouillez, vous vous rendez compte que telle catégorie n'est pas concernée. Donc c'est toute l'histoire qu'on a vue avec l'amendement sur les carrières longues à partir de 16 ans, là, un peu technique. Mais dès que vous mettez le nez dans cette réforme, vous trouvez des injustices partout. Donc pour les oppositions, ils ont beau jeu de rentrer dans le débat et de mettre des gros coups de stabilo sur toutes ces injustices. La bataille de l'opinion, elle était perdue, elle était dévastée, elle est maintenant totalement ingagnable. Et la seule chose qui reste au gouvernement, c'est à l'exécutif ou à Macron, c'est la bataille parlementaire, et dont on voit que là, elle commence aussi à s'engager assez mal. Il y a quand même il y a un sujet, moi je trouve, qu'on va commencer à se poser, et moi sur lequel je m'interroge énormément, c'est que Macron est totalement absent. Le secrétaire général du gouvernement, Alexis Kohler, qui est réputé pour être un homme qui tient absolument tout, qui cadre absolument tous les sujets, tous les textes importants, on a l'impression qu'à l'Élysée, il n'y a plus rien. Et je trouve que ça questionne quand même sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Je vais être un peu terre à terre et faire de la politique fiction, mais je me demande s'il en a encore quelque chose à foutre de cette réforme. C'est-à-dire que, non mais, je vais aller jusqu'au bout. Emmanuel Macron, il se passionne aujourd'hui pour l'Ukraine, là il part 5 jours en Afrique, et on a le sentiment qu'il a lâché cette réforme en race campagne, en la collant à Elisabeth Borne, sans s'en mêler davantage aujourd'hui, simplement en disant « je soutiens ma première ministre à droite à gauche » au fur et à mesure de ses... mais je pense qu'il a déjà intégré le fait que c'était un fiasco, et je ne sais pas, si vous voulez, comment est-ce qu'il voit la suite de son quinquennat. Est-ce qu'il est dans une forme de... de toute façon, j'ai plus d'enjeu parce que je ne serai pas candidat à nouveau, donc je me fais plaisir, je m'occupe uniquement des affaires internationales et le reste, c'est foutu, j'ai pas de majorité. Enfin, je veux dire, toutes ces questions-là, sur la psychologie et sur l'absence d'Emmanuel Macron, je trouve, se posent aujourd'hui. En 2 mots, parce qu'on va passer à la deuxième partie, mais ça veut dire que comme les députés de la majorité ou comme les 50 députés de la majorité, le président se cache d'après vous ? Je pense qu'il se cache, je pense qu'il n'est pas fier de cette réforme, et je pense que s'il a un peu de recul sur lui-même, il doit se dire qu'il a foiré. Merci pour ces commentaires, ces informations. On prend une toute petite pause, on se retrouve très vite pour la bataille de l'Assemblée qui tourne vinaigre dans un climat à couper au couteau. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. Deuxième sujet de notre débat du jour, le climat parlementaire a coupé au couteau depuis 10 jours et le début de l'examen de la réforme des retraites. Il y a une très mauvaise ambiance, un très mauvais climat extrêmement violent au Palais Bourbon. Alors,
On avait eu la semaine dernière le député insoumis Thomas Porte qui avait posté une photo de lui sur les réseaux sociaux, écharpe tricolore mais pied sur un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Sanction exclusion de 15 jours, c'est la plus forte sanction possible. Et puis, rebelote lundi dernier, il y a 2 jours, un autre député insoumis, Aurélien Saint-Toul, qui traite le même Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin. Il s'est excusé, mais s'est vu lui aussi puni par le retrait du quart de son indemnité pendant 1 mois. On écoute l'incident. Et puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres, parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2018, il y en avait 562. En 2019, il y en a eu 733. Et je ne compte pas les accidents de la route, évidemment. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Un imposteur et un assassin, c'est du brutal, hein, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Antonin André, ce climat ? C'est un climat délétère, mais qui est entretenu notamment par l'attitude aussi des leaders politiques. C'est-à-dire que la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Sandrine Rousseau, ces oppositions-là, ont d'une certaine façon dégoupillé, et elles ont une très forte responsabilité parce qu'elles légitiment une forme d'outrance et de violence ad nominem. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des menaces, on pointe des gens du doigt en les traitant d'assassins, et donc de ce fait, on légitime la colère de la rue, voire des actes de ses propres militants d'agressivité envers les élus. Je trouve que la responsabilité des hommes politiques, et notamment des leaders politiques de l'opposition, est considérable. Je trouve qu'on est à la limite de comportements irresponsables. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence dans la société quand les élus se comportent de cette façon-là. Donc moi, je trouve ça très grave. Je pense qu'il faut les sanctionner. Et je suis assez stupéfait de l'absence de réaction et de l'obstination de la France Insoumise à continuer dans l'outrance, dans la vindicte. Il faut voir aussi sur Twitter les armées de la France Insoumise, de trolls, qui poursuivent de leur vindicte les uns et les autres. Il y a là un niveau de violence, si vous voulez, quand on aspire à gouverner, où en gros l'idée de gouverner c'est quand même rassembler tout le monde, incarner une forme d'intérêt général. On n'y est pas du tout, et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte des conséquences de leur attitude dans la société à venir et sur les futures élections. Alors que, paradoxalement, dans la rue, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a eu assez peu de violence dans les manifestations. Les citoyens sont beaucoup plus responsables que les leaders insoumis. Mais quand vous dites les oppositions, voilà, il s'agit quand même des leaders insoumis, précisément, Arlette Chabot. Pourquoi une telle stratégie de violence, de guérilla permanente, d'outrance exponentielle chez eux ? C'est une théorie, hein. C'est pas des dérapages individuels. Alors à chaque fois, on va vous citer la liste des propos odieux, des dérapages abominables qui ont été proférés et auxquels on a assisté dans des débats difficiles, surtout sur des sujets de société, bien entendu, le mariage pour tous, l'avortement, etc. Bon, là, non, c'est une stratégie politique, c'est un choix politique assumé par Jean-Luc Mélenchon et ses proches. Je lisais un politologue qui dit c'est Twitter plus Cyril Hanouna, quoi. Hein. Donc c'est bien vu, c'est une bonne formule. Je trouve, hein, voilà, Gaël Brustier, je le cite parce que je trouve que c'est exactement ça. Voilà, donc ce qui compte, c'est les likes, c'est la reprise, c'est la petite séquence qui est filmée, on le met sur les réseaux sociaux, et voilà. Et si vous voulez réconcilier les Français avec la politique, c'est vrai qu'il faut qu'ils regardent les manifestations, les défilés, où là, il y a des gens qui protestent, mais dans le calme. C'est la responsabilité des leaders syndicaux. Alors, on en est aujourd'hui. On va voir ce qui se passe, évidemment, lors des manifestations ou des démonstrations suivantes. Mais quand vous regardez l'Assemblée, si vous êtes déjà un peu écœuré par la politique, vous trouvez que c'est du spectacle et c'est insoutenable, vous ne regardez pas. Alors, quand je dis ça, on me dit « Ah non, mais pas du tout, t'as pas compris, la radicalité. Jean-Luc Mélenchon a bien raison de la ramener dans l'hémicycle. Donc, justement, c'est parce qu'il y a de la radicalité dans l'hémicycle qu'il n'y en a plus dans la rue. » Moi, je ne crois pas du tout. Parce
parce que je pense que l'intérêt des Français, c'est qu'il y ait un débat. C'est-à-dire qu'effectivement, on ait des contre-projets. Si on combat le texte du gouvernement, ils ont des propositions. D'ailleurs, ils sont navrés chez les partenaires des Insoumis, parce qu'ils ont des propositions à mettre sur la table et qui devraient être discutées. Au lieu de ça, on ne retient que des incidents. Et quand on voit certains ou certaines élus et qu'on assiste et on regarde leur comportement, on voit bien que c'est un choix assumé d'avoir ce brouhaha permanent et d'avoir donc la culture de la bordélisation. Eh bien, c'est pour une fois, Gérald Darmanin avait raison, dites donc. C'est rare, il faut le souligner. C'était dans son interview du Parisien la semaine dernière. Alors, vous citiez cette violence, cette radicalité. Est-ce que c'est vraiment spécifique à cette Assemblée ? Parce que dans l'histoire, vous évoquiez quelques grands combats. Il y en a eu des joutes homériques d'une grande violence, sans remonter à 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais l'IVG, le Pax, le mariage pour tous, et même la dernière réforme pour les retraites. Un dirigeant de gauche me disait hier qu'à l'époque, on se traitait déjà d'assassin. François-Xavier Bourmeau, c'est une première ou est-ce que c'est une tradition française ? Non, c'est pas une première, ça existe depuis très longtemps. Il y a une tradition d'altercation à l'Assemblée nationale. Là, c'est sans doute décuplé par l'attitude des Insoumis qui en rajoutent, non seulement dans les mots, mais aussi dans l'attitude vestimentaire. Donc une forme de laisser-aller, de laisser ce qui se voit un peu plus. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé hier soir, après le rejet de l'article 2, c'est les applaudissements et les chants qui ont commencé à monter dans les rangs des Insoumis. On est là, on est là, on est là. C'est le chant des Gilets jaunes. Or, si on se replace à l'époque de la crise des Gilets jaunes, Marine Le Pen avait une théorie qui était, si les Gilets jaunes avaient été représentés à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, la crise n'aurait pas éclaté comme ça dans le pays. Les Gilets jaunes des ronds-points, ils sont plus sur les ronds-points aujourd'hui, ils sont sur les bancs de l'Assemblée nationale. Chez les Insoumis. Voilà, chez les Insoumis. Et comme il y avait eu le saccage de l'Arc de Triomphe, il y a une forme de saccage symbolique de cette institution qui est l'Assemblée nationale. L'idée, au bout du compte, c'est quand même de faire rentrer tout ce monde-là dans un cadre républicain et de les faire travailler ensemble, pour la République. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'hémicycle ? Alors, ils ont commencé par faire les traditionnelles batailles d'amendements, mais là, on commence à intégrer les codes chez les Insoumis. C'est-à-dire que, mais est-ce que ce serait pas plus mal de débattre de l'article 7 ? Donc, ils retirent des amendements. Ils commencent à intégrer les modes de fonctionnement. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, mais c'est un mécanisme qui va prendre du temps. Est-ce qu'ils vont, au bout du compte, réussir à se comporter comme André Chassaigne, qui est l'opposant communiste, incarnation même du parlementaire, qui lui connaît les règles et les codes et qui arrive à obtenir parfois des concessions du gouvernement sur des textes de loi. Juste une dernière anecdote sur la violence qui s'est passée hier, elle est totalement indéniable. Il y a eu une altercation entre Aurélien Pradier et Marc Angeli du Modem qui ont dû être séparés par des huissiers. Un qui lui dit « tu t'es comporté comme une merde » et l'autre qui lui répond « je te promets que je vais te casser les dents ». Donc on en est là aujourd'hui. Cette violence, elle est présente. C'est du brutal, comme dirait l'autre. C'est du brutal, elle est présente dans l'hémicycle, mais il y a une possibilité que tout ça finisse par rentrer dans les règles, dans les codes de l'Assemblée nationale. Alors il y a quand même une question politique. On essaye d'avoir des résultats. Chaque stratégie répond à un objectif. Antonin André, cette stratégie de la guérilla parlementaire, de l'outrance permanente, c'est efficace ? Ça peut marcher ou ça sert à rien ? Voilà, c'est une question à 1000 francs. À qui va profiter cette bordélisation-là ? À qui profite le crime ? D'un mot, je reviens quand même, parce que pour moi, le cas des LFI dépasse le cadre de l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon était l'autre soir sur une chaîne de télé où il a cartonné les journalistes, évidemment parce qu'il parle à son public et que ça marche. BFM Télé, pour ne pas citer. Il a fait aussi une sortie sur Adrien Quatennens qui m'a absolument révulsé. Dans laquelle il fait un long dégagement à la fin duquel on comprend que Adrien Quatennens est la victime et pas un mot sur l'épouse d'Adrien Quatennens. Et il quitte le plateau. Donc, si vous voulez, il y a un problème, je trouve, plus généralement, quand même, de la façon dont on clive, la façon dont on radicalise les discours, dont on oppose les gens. Alors, je veux bien entendre cette idée de canaliser la colère à l'Assemblée nationale des Gilets jaunes, mais franchement, je trouve que ça va au-delà et qu'aujourd'hui, il y a un questionnement à avoir sur le comportement et sur les conséquences de ces discours-là, de ces attitudes, sur l'opinion publique, sur la politique. Et pour en venir à votre question, je n'ai pas de boule de cristal. J'ai le sentiment, moi, et j'ai plutôt cette analyse-là, les LFI et RN se disputaient beaucoup l'électorat Gilets jaunes pendant la crise des Gilets jaunes. C'était un peu... chacun revendiquait sa part d'électorat et de colère. Moi, je pense que, in fine, le système parlementaire et démocratique étant ce qu'il est,
que Marine Le Pen, sans faire grand-chose, récoltera les fruits semés par la France insoumise. Je pense qu'il y a la part de discrédit qui est aujourd'hui jetée sur la France insoumise, qui est savamment cultivée. D'ailleurs, certains insoumis le regrettent et essaient de s'en détacher. On voit François Ruffin, on voit Clémentine Autain. C'est pas si simple. Ces gens-là sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de dilapider leur crédit politique. Et je pense que si ça ne change pas, la France insoumise va tranquillement apporter des millions de voix, clé en main, à Marine Le Pen, qui aura juste à ramasser les dividendes de cette colère. Alors, vous le disiez, ça commence à agacer, y compris au sein de la NUPES, y compris au sein des Insoumis, qui sont pourtant un parti quand même bien verrouillé, où la parole est assez peu libre à l'égard du chef. Les socialistes prennent leur distance, les communistes aussi, notamment, vous citiez François-Xavier, le député André Chassaigne, qui s'est clairement désolidarisé des propos insoumis. On l'écoute. Au nom des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Nous sommes ici pour nous combattre. Nous sommes ici pour opposer des arguments. Nous sommes ici pour porter une parole sans concession. Mais jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Pas content, Chassaigne, le député communiste. Ça veut dire que c'est le début de la fin de la NUPES, paradoxalement, alors que tous les partis de gauche affichaient un front uni dans cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le début de la désagrégation de cette fameuse alliance entre PS, Insoumis, Écolo et communistes ? Non, vraisemblablement pas. On déjeunait hier avec un dirigeant socialiste qui nous expliquait, donc, qui est au sein de la NUPES, et qui nous expliquait que le premier qui y sort perd. C'est-à-dire que cette alliance de la NUPES, en fait, elle tient parce que c'est la mécanique de l'union, et le premier qui sort de cette brise l'union de la gauche. Voilà. Et donc il y a le fantasme de l'union. Qui sort gagne, en l'occurrence. Non, qui sort perd. Qui sort perd, pardon. Ouais, qui sort perd. Donc personne n'a intérêt à en sortir, mais personne n'a vraiment envie d'y rester. Et donc, à l'intérieur de la NUPES, la vision, c'est de voir... du côté de LFI, on essaye de pousser les socialistes dehors pour les pousser à la faute. Enfin, tout le monde essaye de faire sortir les uns et les autres en espérant être le dernier à bord du train. Alors, il y a la question, effectivement, de la crédibilité qu'évoquait Antonin André. C'est vrai qu'il avait fait une très bonne campagne des législatives, Jean-Luc Mélenchon. Il avait d'abord réussi à fédérer la gauche qui avançait façon puzzle depuis des années et qui le payait cher, d'ailleurs, aux élections. Il a fait une campagne sur le thème « Moi, Premier ministre », j'exagère à peine. Donc, il y avait l'idée qu'il y avait une crédibilité à gouverner de cette gauche et même des insoumis, contrairement à la législature précédente où ils étaient 17 députés, toujours dans cette stratégie de guérilla. Or, là, on a l'impression qu'à plus de 60, ils continuent dans cette stratégie et que cette crédibilité à gouverner s'effiloche. Qu'est-ce que vous en pensez, Arlette ? Mais là, on l'a encore perdu, Jean-Luc Mélenchon. C'est toujours le même phénomène, c'est-à-dire il sort d'une campagne présidentielle avec une super image parce qu'il a fait une très bonne campagne, puis on se dit qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est cultivé, qu'est-ce qu'il est bon orateur, qu'est-ce que son programme est bien foutu et bien ficelé. Et puis après, paf, tout ça se délite. Donc c'est la République, c'est moi, on n'a pas oublié, toute son image est fichue. Là, c'est l'affaire Quatennens où là, il persiste. On peut comprendre l'amitié, c'est tout à fait défendable. Il aime beaucoup François Mitterrand. Donc François Mitterrand a défendu ses amis jusqu'à la fin, et quoi qu'ils aient fait, et quoi qu'on ait démontré qu'ils aient fait. Notamment Monsieur Bousquet. Par exemple. Donc lui, il est sur la même ligne. Et je comprends très bien qu'il soit touché par Quatennens, mais il a compris effectivement que sa position ne peut pas passer. Donc il faut qu'il arrête. Donc là, il est en train de, à nouveau, démolir
l'image qu'il avait construite. Et puis je reviens sur ce que disait François-Xavier tout à l'heure sur les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes sont entrés... C'est pas vrai, les gilets jaunes ne voulaient pas entrer à l'Assemblée. Les gilets jaunes veulent être représentés. Et être représentés, c'est-à-dire des gens qui portent leur parole. Et ce qu'a très bien compris François Ruffin, il faut être à la hauteur du peuple. Il faut défendre le peuple avec des arguments. Il faut être à sa hauteur. Faut pas... eux, ils représentent quoi? Les gilets jaunes qui ont foutu le mouvement en l'air par leur violence, par leurs actes inconsidérés. Donc je pense que c'est ça le problème qu'ils posent. Il faut qu'il y ait des représentants qui soient, pourquoi pas, dans une radicalité d'expression, de position, mais défendant des positions, des projets et montrant effectivement qu'ils sont là. Et représentant le peuple, représenter le peuple. Ça, je me rappelle, c'est toujours Georges Marchais, vous savez, on lui demandait pourquoi il y avait des costumes faits sur mesure. Oh, comment, le Parti communiste, mais ça coûte très très cher les costumes faits sur mesure. Il disait oui, parce que les représentants de la bourgeoisie et des patrons, ils ont des costumes faits sur mesure. Moi, je représente le peuple, je veux être aussi chic qu'eux pour pouvoir me battre en face d'eux. Ce qui n'est pas le cas des Insoumis, qu'on voit beaucoup en t-shirt, comme le disait François-Xavier Bon. Vous êtes d'accord, il a dilapidé son capital, comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon, le capital politique qu'il avait échafaudé ces derniers mois? Il a d'autant plus dilapidé qu'il n'est plus à l'Assemblée nationale et que donc s'il veut se faire entendre, il est obligé d'avoir une parole extrêmement virulente. Et c'est ce qu'on voit. Il n'a plus la tribune où il peut s'afficher en tant que républicain. Le tribun sans tribune. Voilà. Je vais revenir, Arlette, sur les Gilets jaunes. Effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne très bien avec cette analogie. Au début de la crise des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de sympathisants du Rassemblement national sur les ronds-points. Et puis petit à petit, le mouvement a basculé dans la violence et à l'extrême gauche. À l'époque, les Rassemblements nationaux avaient 8 députés à l'Assemblée nationale. La législature dernière, ils sont 89. Et on voit bien que ceux qui viennent aujourd'hui en costume et qui jouent la respectabilité, qui prétendent représenter, qui en tout cas veulent représenter le peuple, ce sont les députés Rassemblement national, qu'on n'entend pas beaucoup dans le débat sur les retraites, à part Marine Le Pen, qui s'est indignée officiellement à la tribune l'affaire d'assassin, dont on parlait tout à l'heure. Sébastien Chenu, qui était vice-président de l'Assemblée, qui est vice-président de l'Assemblée présidentielle, qui a interrompu les débats à ce moment. Voilà, et elle a tenu un discours qui était sur le fond, exactement sur la même ligne que celui d'André Chassaigne. J'ajouterais juste pour aller dans votre sens, à tous les deux, c'est qu'il y a aussi la sociologie des députés qui sont élus à l'Assemblée nationale. Moi, je vois beaucoup dans les rangs de LFI, je ne veux pas être insultant, mais de jeunes étudiants ou de jeunes bobos qui n'ont jamais mis le pied dans une ville moyenne ou dans une ville de province, qui sont souvent parachutés et qui ont bénéficié d'un effet de souffle de la NUPES, de LFI, et qui ont été parachutés dans des endroits où ils ne connaissent absolument pas la sociologie. Les élus du Rassemblement national, pour beaucoup, sont davantage des gens qui sont implantés depuis longtemps dans des territoires et qui sont d'une certaine façon mieux connectés. C'est-à-dire que dans le comportement des LFI, il y a un comportement qui est très... on parle d'amphithéâtre, en tout cas... Il y a une part d'entre eux, dont ce personnage qui a fait une sortie en traitant d'assassin, qui vous disiez qu'il est agrégé de... Agrégé de lettres. Voilà, agrégé de lettres. Je ne suis pas sûr qu'il ait une idée précise de la sociologie du mouvement des Gilets jaunes, et que je ne suis même pas sûr qu'il soit extrêmement intéressé par leur combat. Il y a un côté AG étudiante, c'est ce que vous voulez dire. Il y a d'ailleurs un député, Louis Boyard, qui court les assemblées générales étudiantes de toute la France, histoire de enflammer un petit peu le mouvement. Merci pour ces explications instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour la dernière partie de l'émission et la suite de la mobilisation et la manifestation de demain. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe à la troisième et dernière partie de notre débat. Alors, on a évoqué le combat difficile, très rude à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la bataille de la rue qui, elle, est beaucoup plus pacifique. Samedi, c'était la 4e journée de mobilisation en France contre la réforme. C'était la 2e de la semaine également. Alors, les chiffres... 2,5 millions de manifestants dans les rues, selon les syndicats, 963 000 selon la police. Pas vraiment de fléchissement, pas non plus de hausse exponentielle. Comment les interpréter, ces chiffres, Antonin André ? Quand même un petit infléchissement. Il y a moins de monde que le 31 janvier. Par rapport à la première journée, exact. Par rapport à la première journée, on est un samedi. Alors, c'est toujours un niveau de mobilisation très élevé, ça c'est vrai, c'est notable. C'est pas très étonnant parce qu'effectivement, l'hostilité des Français est massive contre cette réforme. Les syndicats sont unis et font bien le boulot. Après, c'est très difficile de dire si ça va tenir dans la durée parce que, évidemment, les Français sur le papier sont contre cette réforme et soutiennent même les syndicats
y compris en termes de menaces de blocage, ce qui est envisageable envisagé à partir du 7 mars. Mais une fois que le blocage est là, l'opinion peut aussi se retourner. Et puis il y a la question aussi de la solidarité syndicale, c'est-à-dire qu'il y a aussi des divergences sur la façon dont ce mouvement doit se prolonger, et notamment une fois que la loi serait votée, continuer ou pas la lutte. Et enfin, je pense qu'il y a aussi un problème pour les syndicats, c'est quel secteur va démarrer en premier. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on le voit bien, et je discutais avec des gens de Sud et de la CGT la semaine dernière, qui me disaient c'est compliqué parce que les salariés dans les secteurs des raffineries, dans le secteur des énergies, dans le secteur des transports, s'exposer en montant les premiers au front et se retourner et voir si ça suit ou pas derrière, il y a une prise de risque aussi, et les syndicats essayent de les mobiliser, mais les salariés ne sont pas tous prêts, à mon avis, à aller jusqu'au blocage et à sacrifier des journées de travail et de salaire. D'où l'intérêt pour les syndicats de les organiser. Le samedi, Arlette Chabot, comment vous sentez tendanciellement ce mouvement? C'est difficile à interpréter, il y a des petits à-coups, un peu plus, un peu moins selon les journées, mais grosso modo, on reste sur la même tendance. Alors, on voit les premiers sondages qui apparaissent avec un petit fléchissement du soutien au mouvement. Et le chiffre aussi important depuis le début, c'est qu'il y a une très large majorité de Français qui pensent que finalement, la réforme sera votée. Donc, la certitude que le gouvernement ira au bout. Voilà, ira au bout et qu'elle sera votée, cette réforme. Donc, elle sera appliquée. Donc, c'est difficile de savoir, est-ce qu'on s'engage encore? Antonin a raison, on voit bien que la CGT et la SNCF, ils disent ah non, on est parti tout seul mois de décembre, et puis voilà, pour notre réforme aussi, on a été lâché par tout le monde. Ça coûte cher, effectivement, les journées de grève. Donc, personne ne sait, effectivement, est-ce que la France à l'arrêt, le 7 mars, ça va marcher ou pas? Oui, parce que les syndicats ont prévenu d'un durcissement. Martinez et Berger, le leader de la CGT et de la CFDT, ont samedi prévenu que ça allait se radicaliser, et notamment autour de la journée du 7 mars. On les écoute tout de suite. La balle est dans le camp du président de la République et du gouvernement pour savoir si il faut que le mouvement s'amplifie, se durcisse, comme vous dites, ou si ils prennent en compte les mobilisations actuelles et qu'ils retrouvent la raison. Puisqu'ils n'écoutent pas simplement les expressions dans la rue des manifestants, eh bien on prendra d'autres moyens de montrer, et toujours en ayant, et ça c'est une ligne rouge absolue pour la CFDT, de respecter les biens et les personnes, mais de montrer qu'on peut bloquer l'économie si ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut bouger. Contradictoire avec ce que vous disiez, Arlette Chabot, c'est-à-dire qu'il y a un petit fléchissement du soutien de l'opinion aux grévistes et aux manifestants, mais en même temps, un durcissement des leaders syndicaux. Pourquoi ? Oui, mais les premiers sondages qui apparaissent et enregistrant la légère baisse du soutien, c'est après l'annonce, effectivement, de cette journée. Qui date de samedi. Après, on est aussi la période des vacances scolaires. Tout ça fait une espèce de situation insaisissable, au fond. Donc, est-ce que aussi, franchement, on parlait tout à l'heure de l'atmosphère de l'Assemblée. Quand les Français regardent ça, ils disent bon, allez, c'est plié, quoi. C'est pas la peine. Pourquoi on va se casser la tête? Regardez, ils sont infoutus. C'est désolant. Donc tous ces petits éléments, moi, je suis incapable de vous dire comment ça va se terminer. Si effectivement, demain, il y a une journée encore de mobilisation. On ne sent pas formidablement. À la RATP, on vous dit que ça sera une journée quasi normale. Pratiquement normale. Dans les transports parisiens. Voilà, rien. Bon, la SNCF un peu. Ah tiens, il y a des contrôleurs aériens qui d'un seul coup, tout seuls, partent en grève. Donc tout ça, c'est des petits éléments, et c'est difficile de savoir comment les Français réagir. Ils peuvent aussi dire, allez, on s'en fout, la prochaine fois, on sait pour qui on votera. Mais nous, on ne sait pas pour qui ils vont voter, c'est ça l'histoire. Pourtant, on aimerait bien le savoir. Alors, je ne vais pas vous demander une prévision à si long terme, François-Xavier Bourreau, mais d'ici demain, vous jetez un petit coup d'œil dans votre petite boule de cristal. Comment vous sentez la mobilisation de demain et la suite dans les prochaines semaines? Est-ce que vous êtes d'accord avec Arlette et Antonin pour dire qu'on est plutôt sur un petit effilochement? Alors, c'est pas pour esquiver la question, mais je veux dire qu'il faut... Mais un petit peu quand même, François-Xavier. Non, je vais répondre. Mais d'abord, il ne faut pas raisonner en statique, mais en dynamique dans la mobilisation sociale. Et voir le mouvement de contestation sur le long terme. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord eu le départ, où on lance la mobilisation avec des grosses manifs à Paris, nationales à Paris, et des cortèges, 2 jours en semaine, importants en semaine. Un mardi et un jeudi. Voilà. Enfin, plusieurs mardis et plusieurs jeudis.
Donc là, les syndicats voient un peu ce qu'ils peuvent mobiliser, ce que ça prend. Et là, qu'est-ce qu'on constate sur ces 2 premières journées ? Il y a du monde. Il y a du monde et ça augmente. Bon, arrivent les vacances scolaires. Là, il faut affronter les zones françaises qui sont en vacances. Donc avec petite baisse de la mobilisation qui est mécanique, parce que si les gens partent ou font autre chose, ils vont pas manifester. Mais qu'est-ce qu'on constate sur cette première journée de manifestation la semaine dernière, qui s'est déroulée pendant le début des vacances d'hiver ? Ça tient un peu, ça fléchit, mais ça tient quand même. Et les cortèges étaient quand même assez fournis. Demain, on peut s'attendre à vraisemblablement un fléchissement aussi, sans doute, avec un peu de moins. On est toujours dans la période scolaire. L'enjeu pour les syndicats dans cette période des vacances d'hiver, c'est de maintenir une mobilisation suffisamment importante pour tenir jusqu'au 7 mars, où là, les vacances sont derrière, et on rentre dans vraiment l'épreuve de force qui est donc le débat au Parlement avec le vote de la loi, et en toile de fond, la rue qui défile pour peser sur les députés et essayer de les convaincre de ne pas voter la loi. Et on voit qu'il y a des députés qui sont friables, qui, impressionnés par des cortèges, des grèves, peuvent se dire, peuvent douter, hésiter à voter ou à soutenir la réforme. On l'a vu tout à l'heure avec ces 50 députés de la majorité qui étaient un petit peu aux abonnés absents hier soir. Oui, et j'ai juste une dernière chose pour la stratégie syndicale qui est compliquée à gérer, c'est qu'il faut organiser cette montée en puissance de la contestation avec le coût de la grève pour les manifestants, ce que ça peut coûter pour les salariés. On sait qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Donc tout ça est vraiment quelque chose, et que pour l'instant, à mon avis, ils le gèrent de façon extrêmement bonne. Extrêmement bien, et d'autant plus qu'à la différence de ce qui se passe à l'Assemblée, ça se passe dans le calme, il n'y a aucun heurt ou très peu d'interpellations. Quand c'est la rue qui appelle les députés au calme, c'est quand même le monde politique à l'envers. Antonin André, est-ce que il y a le risque de la radicalisation ? Et pourquoi la dégainer à ce moment-là ? On a bien compris avec ce que disait François-Xavier que c'était une stratégie extrêmement fine, extrêmement difficile. Un téléphone qui sonne, il est arrêté, ce n'est pas grave. Pourquoi ce risque de durcissement ? Est-ce que les syndicats ne pourraient pas continuer à gérer ce mouvement en bon père de famille, puisque ça marche bien et que ça fléchit, mais pas tant que ça finalement ? Non, parce que le but, c'est quand même que le gouvernement recule. Oui, et surtout avant le vote. C'est-à-dire que la CFDT a dit, une fois que la loi sera votée, la loi de la République s'applique et nous, on rentre à la maison. Donc ça, effectivement, François-Xavier l'a très bien décrit, la mère de toutes les batailles et le point culminant, ce sera cette semaine de mars. Il y a eu un autre propos qui a été tenu par les syndicats, et d'ailleurs, ils n'y sont pas revenus depuis, mais ça m'a frappé. L'un et l'autre ont dit, attention, si on n'entend pas la rue, ça peut dégénérer dans autre chose. Je crois que Martinez a même prononcé le mot de violence. François Chérec a rappelé l'épisode des Gilets jaunes. Laurent Berger, a rappelé l'épisode des Gilets jaunes. Et donc, il y a aussi cette menace sur laquelle joue, cette ambiguïté sur laquelle jouent les syndicats. Alors, avec beaucoup de prudence, parce qu'effectivement, ils ont des mots très durs à l'endroit des députés sur la violence, sur l'invective, sur le bordel, et ils disent que ça dessert leur cause. Mais il y a aussi cette petite musique, parfois, qu'ils font entendre en disant « Attention, là, on est là, on canalise la colère, on organise, il n'y a pas d'incident, c'est très bien. Si ça ne marche pas, on va bloquer et ça va monter d'un cran. Mais si jamais ça ne fonctionne pas non plus, attention, dans quel état vous laisserez la société. Et si les syndicats sont plus à la manœuvre, la résurgence de violence ou la menace d'une éruption incontrôlée est aussi un peu jouée par les syndicats, un peu mezzo voce, mais ça existe. C'est vrai que jusqu'ici, même les plus radicaux des syndicats prenaient bien soin de ne pas mettre de l'huile sur le feu. La CGT, par exemple, qui a fait attention à ne pas bloquer les trains pour les grands départs en vacances de février. C'est rare, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Ça permet d'ailleurs aux syndicats d'être toujours populaires, contrairement à ce qui se passe d'habitude. Ça veut dire que c'est terminé, ou on passe de l'être, cette stratégie de la modération, Arlette Chabot ? C'est la stratégie Berger pour l'instant, effectivement, qui domine et à laquelle s'est rallié Philippe Martinez. Le tandem fonctionne très bien. Ça aussi, c'est important de voir les deux côte à côte, parce qu'on le sait, une bonne relation personnelle, ça facilite quand même les choses. Là, à partir du 7 mars, on va entrer dans une nouvelle période, évidemment. Difficile encore une fois effectivement de savoir. L'avertissement, il est double, ce que disait Antonin, c'est-à-dire il y a le ressentiment qui suivrait le vote, l'adoption de la réforme des retraites contre une majorité de Français et à l'arrache, si on peut dire, sur le plan parlementaire. Ressentiment, et les deux disent la même chose. Attention, alors l'épouvantail, c'est le Rassemblement national, mais effectivement, il y a aussi ce qui est arrivé lors d'autres grands conflits qui étaient terminés
terminé, mais il y a des irréductibles qui bloquent des raffineries, il y a des irréductibles qui vont sur les voies ferrées, et il y a une possibilité de violence. Donc c'est vrai qu'ils entrent. Pour l'instant, ils canalisent, tout est organisé. Les manifestations familiales, on n'en avait pas vu depuis des années et des années. Après, on ne sait pas comment, effectivement, il y a quand même 1 million de gens, c'est vrai, dans la rue, ça fait quand même beaucoup. Comment ils rentrent à la maison et ils regardent les séries sur Netflix. Ça, c'est pas sûr, quoi. Les syndicats entrent donc dans une zone de turbulence. Je rappelle tout de même qu'en 2010, précédente réforme des retraites, on avait eu 6 mois de mobilisation, parfois jusqu'à 3 millions de personnes dans les rues, mais le texte était passé, je dirais pas comme une lettre à la poste, mais il était passé finalement. Ça avait été dur, il y a eu beaucoup de journées très dures. Certes, mais à l'arrivée, le gouvernement... Il y avait une majorité solide. Voilà, il y avait une majorité plus solide. Ce scénario-là, François-Xavier Beaumont, c'est possible. Alors je sais qu'en 13 ans, de l'eau a coulé sous les ponts et le monde a changé, mais est-ce que c'est pas envisageable? C'est bien sûr ce qu'espère l'exécutif, non? Alors à l'époque, en 2010, il y avait aussi une composante qui entrait dans la contestation de la réforme des retraites, c'était le rejet de Nicolas Sarkozy, qui était très fort dans les rangs de gauche. Or là, qu'est-ce qu'on constate aussi? On en parlait tout à l'heure, le retrait d'Emmanuel Macron par rapport à l'examen de ce texte en ce moment, ça signale bien qu'il s'il rentre ou s'il déclare quelque chose, s'il met le doigt dans la réforme, ça peut hystériser aussi la contestation. Or, à un moment, pour l'instant il se tait, mais à un moment, il va bien falloir parler. Il va bien falloir dire quelque chose, une fois que le texte aura été adopté ou pas. Alors, s'il a été adopté, et qu'Emmanuel Macron vient parler, ça peut contribuer à entretenir une forme de contestation. Mais vous avez des infos, François-Xavier? Est-ce qu'il y a un discours, une allocution, une interview qui est prévue prochainement du côté de l'Élysée? Alors, il réfléchit à une intervention. La forme n'a pas encore été arrêtée. Est-ce que ce sera une intervention solennelle depuis l'Élysée Mais en tout cas, il veut parler pour clore la séquence et enclencher autre chose. Vous êtes d'accord avec Antonin André pour dire que le président, il se cache un petit peu dans cette période? Quelle est la stratégie? Parce qu'on sait qu'il est quand même en coulisses, il a toujours été aux manettes dans cette réforme des retraites. Alors oui, il se cache, mais c'est mécanique en ce moment, parce que c'est l'argument qu'on avance à l'Élysée, c'est le temps du Parlement. Et effectivement... c'est réussi, on l'a vu tout à l'heure. Mais le président de la République n'a rien à faire dans un débat parlementaire. Donc il est aussi servi par le fonctionnement des institutions qui lui permet de rester en retrait, servi aussi par son agenda international qui doit aussi vraisemblablement surcharger pour avoir beaucoup de... Qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, François-Xavier, le président? Alors, il doit partir en Afrique du 1er au 5 mars, à la veille de la grande journée de manifestation. Ça tombe bien. Pour une tournée africaine de 5 jours. Donc, il va le tenir assez éloigné sur des enjeux internationaux qui, normalement, devraient le dégager des commentaires sur la réforme des retraites. Bien que c'est possible qu'il soit interpellé régulièrement sur le sujet, quel que soit le pays qu'il visite. Arlette Chabot, il a raison de rester discret, le président, de se cacher un petit peu en cette période? C'est vrai, la dernière fois qu'il a parlé, c'était dans mon souvenir à la fin d'un conseil, d'un sommet. Il a invité les syndicats à avoir le sens des responsabilités. Alors ça, pour nous énerver, Laurent Berger, on n'aurait pas fait mieux. Ils étaient absolument fous furieux de cet appel à la responsabilité en disant que les responsables, c'est lui. Donc il vaut peut-être mieux effectivement qu'il se taise un peu dans la période. Qu'il reste discret. Antonin André, Emmanuel Macron misait aussi beaucoup sur une forme de lassitude, pour ne pas dire d'épuisement du pays après des crises à répétition, les gilets jaunes, le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation. Est-ce qu'il s'est trompé sur cette analyse, puisqu'on voit que finalement le pays n'est pas encore endormi, loin d'être endormi ou assommé? Alors, c'est un peu mon ancienne, moi, sur Emmanuel Macron. Je trouve qu'il a une approche très technocratique, très froide, très comptable de la gestion du pays et de la réforme. C'est-à-dire qu'il considère que si une réforme est nécessaire, qu'elle est rationnelle et qu'elle est économiquement rationnelle, alors il n'y a pas de problème, on la fait voter, on l'adopte, on convainc. Et je approche pense, un peu technocrate. Voilà, finalement. Technocrate. Et en fait, la réforme, c'est pas juste de l'économie, c'est pas juste des comptes, c'est aussi de la politique, c'est aussi du ressenti, c'est aussi de l'affect, c'est aussi le quotidien des gens. Et depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a ce petit handicap-là, qui est que, d'une part, lui n'a jamais été élu avant d'être président de la République, et c'est un esprit extrêmement bien fait, extrêmement rationnel, extrêmement puissant intellectuellement, donc qui s'enferme dans cette logique intellectuelle et qui, en tout cas, il est vraiment fait confiance à son intellect et à sa raison pour réformer le pays.
Et par ailleurs, il a une majorité. Alors, il y avait des Castaner, il y avait des Ferrand, il y en a encore quelques-uns, même Aurore Berger, l'expérience politique. Des politiques un peu endurcis. Mais il a autour de lui des jeunes faquets qui, pour certains, sont arrivés en politique grâce à Emmanuel Macron sans connaître le moindre rond-point de ville de province. Et donc, ce double effet d'un président très intelligent, très techno, mais parfois un peu trop rationnel et pas assez affectif, et d'une majorité qui n'a aucune expérience d'élu de terrain, vous mélangez les deux, pour faire passer une réforme comme celle des retraites, vous allez à Canossa. C'est mission impossible. François-Xavier Bourmeau, vous êtes d'accord ? Oui, bien, il y a un autre aspect s'agissant d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a une obsession de la réforme des retraites. Peu importe ce qu'il y a dans ce texte, il veut accrocher la réforme des retraites à son palmarès. C'est l'alpha et l'oméga de son deuxième quinquennat. Ça fait 6 ans qu'il est sur son manège à essayer d'attraper la queue du Mickey. S'il l'attrape pas cette fois, il n'aura pas de tour en plus. Arrête, c'est bon le mot de la fin. Le Mickey, il était beau en 2017 parce que c'était une vraie réforme totalement différente du système et qui là pouvait intéresser. Malheureusement, elle a été absolument incomprise. Il a du mal à faire comprendre ces réformes. Donc celle-là, c'était épouvantable et donc le Covid est venu sauver l'affaire. Et le Mickey va tourner encore quelques semaines sur son manège, pour ne pas dire quelques mois. Merci à tous les trois pour vos explications lumineuses qui nous ont fortement éclairés, logiquement. Nous savons tout de l'âpre bataille de la réforme à l'Assemblée, de la bataille de l'opinion et de la rue, qui n'est pas terminée, loin de là. On se retrouve mercredi prochain, 21h, pour la nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie, je le répète, des meilleurs décrypteurs. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.